l'objet de cette rencontre, c'est de présenter. Alors, on a quelques journalistes qui sont à distance et c'est une première étape en fait qui est importante, cette proposition de loi que nous avons travaillé avec quelques collègues parlementaires et surtout avec beaucoup d'acteurs qui sont présents sur cette table. Et je souhaite réappuyer les remerciements très forts, et notamment à Alexis, qui est présent ici, qui a été une cheville ouvrière décidée. L'idée, c'est de présenter un petit peu ce texte. C'est une étape en fait de vulgarisation, de pédagogie qui va précéder d'autres étapes, notamment le travail qu'on va devoir mener conjointement pour essayer de rassembler autour de ce texte-là le plus de députés pour avoir une inscription à l'ordre du jour, ce qui n'est pas une mince affaire. Brigitte pourra en témoigner parce qu'elle a plus d'expérience que moi sur ce sujet-là. Oui, dans ce contexte-là, oui, c'est vrai. Mais un peu plus quand même. Et donc, l'objet, c'est d'expliquer qu'est-ce qui a justifié cette proposition de loi. Et puis ensuite, on va passer la parole aux acteurs, aux experts d'usage, aux experts tout court, qui vont pouvoir nous éclairer sur la nécessité d'avoir une régulation un petit peu plus aboutie. Moi, à titre personnel, j'ai été sensibilisé à la médiation animale assez simplement sur une remise de chiens guides à l'école des chiens guides Aliénor d'Aquitaine, où tout simplement j'ai vu un chien qui a été remis à une famille dont l'enfant était porteur de troubles du spectre autistique. Et cette famille m'a indiqué que le chien était la seule chose qui parvenait à calmer cet enfant. Et au fur et à mesure, donc il y a une petite part de magie, d'incompréhension quand on n'a pas forcément une grande expérience sur le sujet. Et puis on a vu que c'était un outil aussi de sociabilisation, que c'était en fait quelque chose qui devait être appréhendé dans une réciprocité entre l'homme et l'animal et qui avait énormément d'externalités positives. Et dans ce cadre-là, on a commencé à travailler sur, en gros, un texte qui permettrait un petit peu de mieux sécuriser ce secteur qui est en très grosse évolution, autour de 4 axes. Un axe définition, puisque la médiation animale n'est pas définie d'un point de vue législatif et réglementaire aujourd'hui. Un axe éthique, bien-être animal, avec la volonté de créer un comité spécifique pour aussi réguler le secteur. Et puis un axe plus dédié peut-être au volet handicap, qui est quelque chose qui pour moi est extrêmement important, avec la volonté de revaloriser la PCH aide animalière qui ne l'a pas été depuis près de 20 ans et qui est, on va se le dire gentiment, aujourd'hui insuffisante pour couvrir tous les frais d'entretien du chien. Et puis un axe formation, parce qu'on est encore malheureusement confronté à des refus d'accès dans des établissements, dans des structures. Donc les personnes en fait qui travaillent à la sécurité sont peut-être pas forcément méchants, ils appliquent peut-être un peu bêtement les règles et avec cette volonté de mieux les former, de mieux les sensibiliser, de lever certains freins qui sont encore présents aujourd'hui. Alors je ne serai pas plus long, je laisse la parole à Brigitte pour compléter, ensuite on donnera la parole aux acteurs. Merci, cher Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse et je dois dire aussi un petit peu émue d'être là cet après-midi pour, aux côtés de Sébastien, eh bien, évoquer ce texte qui doit nous permettre de valoriser les bienfaits du lien animaux et humains. Alors, ma connaissance du mandat de député n'est pas beaucoup plus ancienne que celle de Sébastien, parce que ça fait à peine 3 ans que j'ai le bonheur d'être député. Mais ce que je connais un petit peu mieux, grâce à l'association Handi Chien, c'est l'importance d'un animal et de l'occurrence d'un chien dans des situations parfois compliquées. Parce que j'ai eu l'occasion maintenant depuis de très nombreuses années d'assister très périodiquement à la remise de chiens d'assistance chez moi dans ma circonscription à Cunheim. Et je me réjouis vraiment, vraiment eh bien, qu'on arrive aujourd'hui avec cette proposition de loi. Et je voudrais remercier ceux et celles qui sont là autour de la table, qui sont tous nos partenaires, qui vont nous permettre ensemble, parce que ça n'est que tous ensemble, qui vont nous permettre eh bien, de présenter et puis ensuite, nous l'espérons tous, de faire adopter cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, moi aussi, à l'occasion de ces remises de chiens, et pas seulement, et je voudrais vraiment, vraiment remercier ceux qui s'engagent depuis des années et des années dans cette médiation entre l'animal et l'homme et la femme.
les remercier pour ce travail juste incroyable qu'ils font, qui parfois est passé sous les radars et qui pourtant apporte tellement de bien-être, ou je dirais plutôt qui change la vie des personnes qui sont en contact avec ces animaux ou ou des animaux qui ont été remis à ces personnes. Alors, je connais plus particulièrement, effectivement, Andy Fien, Monsieur le Président, cher Robert Koller, mais je sais aussi, pour avoir été moi-même présidente de conseil de surveillance d'établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées, combien ce lien avec l'animal, quel qu'il soit tout petit, j'ai envie de dire comme un cochon d'Inde, ou plus grand comme un cheval, combien ce contact permet de redonner le sourire, de calmer les appréhensions et voilà, et de redonner de l'espoir dans l'avenir. Et j'ai envie de dire, ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Hein. Ça n'est pas juste un gadget, voilà, mais ça marche. Et le fait que ça marche nous a incité, Sébastien Saint-Pasteur et moi, avec vous, eh bien, j'ai envie de dire quelque part, à sortir de l'ombre, à sortir de ce manque de reconnaissance, à sortir de ce manque de cadre, pour eh bien, mettre en place un texte qui permette à ce que la République reconnaisse cette relation si précieuse entre l'homme et l'animal. Je pense qu'on va tout à l'heure aller un petit peu plus dans le détail. Moi, je voudrais simplement relever trois piliers. Le premier pilier de cette proposition de loi que nous déposons, c'est de professionnaliser le secteur. Et ça me semble juste incontournable que d'accompagner les hommes et les femmes, euh, de les former, de reconnaître leur travail. Je pense aux éducateurs, je pense aux thérapeutes et aux bénévoles qui font ce travail de lien entre l'homme et l'animal et qui, quelquefois, se sentent un petit peu seuls, voire même peuvent, au bout d'un moment, se sentir épuisés. Donc la professionnalisation. Le deuxième axe, c'est l'inclusion. Parce que souvent, ce sont les plus fragiles, souvent ce sont les plus invisibles qui bénéficient de cette médiation animale. Et cette loi, j'ai envie de dire, est avant tout pour elles et pour eux. C'est pour cela que nous sommes là, pour ces enfants qui peuvent être traumatisés, pour ces personnes en situation de handicap, pour ces personnes âgées isolées. Et puis le troisième axe, qui est évidemment très important et auquel nous tenons tous, c'est le respect de l'animal. Parce que on ne peut pas bâtir cette relation de confiance avec l'animal sans un engagement fort de notre part envers le bien-être animal. Et nous inscrivons dans la loi les standards éthiques clairs et exigeants qui sont indispensables parce qu'on ne peut pas soigner dans la maltraitance. Et puis, dernier point, j'en resterai là. Ce que je trouve juste incroyable aussi dans cette proposition de loi, c'est qu'en fait, elle est issue des territoires. Elle est issue du vécu, du concret, de nos différents territoires à travers le pays, née du terrain, des associations, des familles, des soignants, des bénéficiaires. Elle est née de toutes ces personnes qui ont vu de leurs yeux, comme nous, cher Sébastien, combien, eh bien, lorsqu'on peut éduquer un animal, former un animal, eh bien, quand cet animal est bien traité, ce qu'il peut faire d'extraordinaire, j'allais presque parler de miracle quelquefois auprès de personnes. Voilà, ça me semble très important que ce soit issu des territoires. Ça me semble important aussi, comme l'a très bien dit Sébastien, que cette loi nous rassemble. Euh, nous n'avons pas forcément exactement la même ligne politique, Sébastien et moi, mais il me semblait important que, à travers l'histoire qui est la nôtre, ce que nous avons pu vivre, eh bien que nous puissions porter ensemble cet axe, porter ensemble cette proposition de loi, parce que tout simplement, il s'agit là d'humanité. Merci beaucoup. Je te redonne la parole.
Merci beaucoup. Je me permets juste d'indiquer que Brigitte a aussi des responsabilités en tant que questeur et qu'elle a une réunion inter-assemblée dans peu de temps, donc elle va peut-être devoir se glisser et nous quitter dans peu de temps. Voilà, évidemment, tu restes autant que tu peux, mais voilà. Juste aussi, peut-être, avant de passer la parole, indiquer qu'il y a un autre fait qui est peut-être aussi important dans cette initiative parlementaire, c'est qu'on a quand même une explosion de la médiation animale, des pratiques qui probablement justifient aussi que maintenant, c'est le bon moment pour s'y pencher. Moi, je remercie la Fondation Adrienne et Pierre Sommer pour le travail qu'ils réalisent, notamment d'enquête qui est assez remarquable, qui permet d'avoir quelques chiffres repères pour celles et ceux qui veulent s'y référer. Sans plus attendre, j'ai évidemment oublié ma petite note avec qui prend la parole après moi. C'est Andy Chien qui commence? C'est vous? Bon, ici, on est, voilà, il n'y a pas de protocole. On a beaucoup parlé du canin. La médiation équine va être aussi beaucoup représentée parce que c'est vraiment les deux grands acteurs du secteur. C'est pas exhaustif, mais donc voilà. Sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bah, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation à cette réunion. Et ben, voilà, durant ma pratique professionnelle de 30 années en tant que pédopsychiatre au centre universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Tours, j'ai instauré des thérapies avec la médiation équine pour des enfants qui présentaient des troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme, et aussi pour des enfants ayant des troubles de l'adaptation sociale et scolaire. Et de ce fait, je me suis intéressée aux nombreuses études au niveau international qui apportent des données probantes de l'efficacité de cette pratique, qui est une pratique complémentaire, un soin de support, et qui éclaire sur ses modalités d'action. Alors, je fais aussi actuellement partie du groupe Recherche et Développement Médiation équine de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui soutient les projets de recherche français en médiation équine. Alors, la thérapie avec la médiation équine, elle s'appuie sur la triade patient, thérapeute, équidé, et l'équidé étant un cheval, un âne ou un poney, qui va avoir un rôle de médiateur et qui va favoriser la relation et la motivation lors de séquences à pied, en liberté et montée ou montée. Dans mon expérience, les séances se déroulaient en petits groupes de 4 ou 5 enfants et mes collègues et moi, nous proposions des activités ludiques variées en fonction des besoins de chaque enfant, avec des poneys dont la taille est plus adaptée à des jeunes enfants. Et cela durant 1 heure, 2 fois par mois, durant toute l'année scolaire. Alors, j'ai pu constater l'épanouissement des enfants, leur progrès et aussi la grande satisfaction des parents. Vous parliez d'inclusion sociale et pour les parents, c'était vraiment très important que leurs enfants participent à une activité comme d'autres enfants. Afin de prouver objectivement l'intérêt de cette thérapie, j'ai mené une étude d'évaluation quantitative des résultats qui a montré des améliorations significatives pour la communication, la socialisation, la sensorimotricité, le comportement et le bien-être émotionnel des enfants. Alors actuellement, l'essor de la médiation équine nécessite un cadre juridique afin qu'elle puisse bénéficier de façon éthique et sécuritaire aux personnes ayant des besoins spécifiques, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes ou des personnes âgées. Et ce cadre viendra aussi valoriser la médiation équine auprès des professionnels de la santé, de l'éducation et du social, et aussi auprès des établissements qui développent de plus en plus les activités avec la médiation équine. Et c'est pourquoi cette proposition de loi m'apparaît particulièrement importante et que je vous remercie de la porter. Merci beaucoup. Oui, c'est un Rhodicien.
Alors très rapidement, Benoît va surtout compléter ce que je vais dire. Rapidement, Andy Chien. Aujourd'hui, on a 35 ans d'activité. On a remis 3500 chiens déjà, dont 500 chiens d'accompagnement social qui travaillent dans les structures sanitaires et médico-sociales en France. 500 chiens qui ont été attribués à des professionnels de santé, médecins, aides-soignantes, animatrices. Donc on a une certaine expérience dans ce domaine. Les chiens qu'on remet sont déjà des chiens éduqués, 24 mois de formation. Ils sont remis par des centres labellisés. On a 5 centres aujourd'hui en France, dont un centre de formation. On est agréé, notamment Calliope déjà, dans certaines de nos démarches. Je voudrais simplement terminer sur pourquoi cette médiation animale chez Andy Chien. À titre personnel, j'ai introduit un chien d'assistance dit d'accompagnement social dans la structure que je dirige toujours en Alsace, un EHPAD. Je l'ai introduit en 1999-2000, hein, donc une certaine expérience. Et très tôt, je me suis intéressé aux travaux de recherche justement sur ces bienfaits de la médiation animale. J'ai écrit plusieurs ouvrages. J'ai été d'abord soutenu en 2010 euh, en droit, finissant des conditions d'accueil d'un animal dans une structure sanitaire ou médico-sociale. La courbe de ma thèse était tout simplement, il est nécessaire de mettre en place une réglementation concernant la médiation animale avec les formations spécifiques. Donc, on est absolument dans ce que vous êtes aujourd'hui en train de proposer. Et je l'ai écrit en 2010. Du temps de foi. Ouais. Si je puis me permettre, Robert Koller est juste dans l'innovation et l'EHPAD qu'il dirige est un EHPAD modèle. Vraiment, je vous invite à venir le visiter. Vous serez surpris. Et tout le monde se précipite en disant c'est là qu'on veut être le moment venu. Mais voilà. Mais ceci étant, c'est grâce à lui, vous l'aurez compris, grâce à Andy Chien surtout, que je me suis rendu compte combien la médiation animale peut changer la vie d'une personne. Merci à toi. Simplement, effectivement, Benoît Seval, je suis le directeur de l'association Andy Chien et en complément de ce qu'a dit notre président, je voulais, au nom de notre association, de nos bénéficiaires, de nos bénévoles, de nos salariés, saluer ce travail de proposition de loi que vous présentez. Pour plusieurs raisons, mais deux principales. La première, effectivement, on a mis en place un modèle. Quand on remet un chien qui va accompagner un enfant victime, un chien qui va accompagner des patients à l'hôpital, un chien qui va accompagner des enfants en difficulté en milieu scolaire, on s'est rendu compte qu'il fallait un modèle sérieux, structuré, qu'il fallait écrire un projet, prévoir l'avenir avec cet animal. Nous formons les personnes avant, pendant et après. On continue à les suivre. Donc une fois que vous avez un chien éduqué, que vous lui avez appris à travailler, que vous le remettez à une personne qui a un projet, que vous avez formé à correctement conduire ce chien auprès des bénéficiaires ou des personnes fragiles, vous devez aussi continuer à le suivre et à avoir quelque part un regard sur l'évolution et le développement de ces projets. Et cette proposition de loi vient reconnaître quelque part aujourd'hui ce modèle structurant et encadrant, et pour ça, on vous remercie. Ça ne s'improvise pas, la médiation animale. D'un autre, le deuxième aspect, j'en terminerai par là. Nos bénéficiaires en situation de handicap, comme Anaïs, par exemple, qui est à côté de moi aujourd'hui et qui aura la parole tout à l'heure, sont encore trop souvent victimes de refus d'accès dans la société par méconnaissance de la réglementation, par les professionnels des secteurs. Et cette loi va, notamment le fait de former des personnes dans la sécurité privée à une meilleure connaissance des droits d'accès des personnes, vont permettre d'améliorer leur quotidien, leur accessibilité, parce qu'un refus d'accès pour une personne en situation de handicap, c'est toujours une difficulté supplémentaire qui vient se surajouter à son handicap. Et puis enfin, vous en aviez parlé, et je pense qu'Anaïs en dira quelques mots aussi, la revalorisation de l'aide animalière pour ces personnes s'inscrit vraiment comme un article sur l'égalité des chances aussi pour ces personnes et pour leur inclusion. Et l'association vous remercie vraiment pour cette démarche tout à fait vertueuse pour le secteur. Je suis toujours perdu dans le déroulé, donc je suis Je laisse la parole l'assistant, à c'est un mot qui a Frédéric. été beaucoup prononcé, donc j'en veux bien.
Alors, moi, c'est Anaïs, du coup, je suis bénéficiaire de Nesquik, qui est un chien d'assistance formé par Andy Chien, qui m'a été remis il y a 3 ans. Depuis que je l'ai, ce que je remarque le plus, c'est l'autonomie que j'ai gagnée. Avant, j'étais toujours dépendante d'une autre personne. Donc, je sortais accompagnée, j'allais faire les courses accompagnées, j'allais chez les médecins accompagnés. Maintenant, j'y vais avec mon chien. Et du coup, bah, c'est un vrai gain d'autonomie et c'est beaucoup mieux pour notre vie, finalement, pour pouvoir être adulte comme tout le monde, vivre comme tout le monde. Enfin, c'est vraiment essentiel qu'il aille partout avec moi parce que comme il ramasse les objets, il peut allumer les lumières, ouvrir les portes, mais aussi alerter si j'ai un problème. Et en plus de ça, c'est une présence qui est rassurante. Moi, je peux être amenée parfois à me sentir mal, faire des malaises. Bah, j'ai pas peur si je suis avec mon chien. Je sais que tout ira bien, on attend 5 minutes et c'est parfait. Et donc, ces difficultés, parfois, d'accès qu'on rencontre, ça nous rajoute énormément de stress et de fatigue. Et c'est vrai que c'est difficile de devoir lutter pour qu'une loi soit appliquée alors qu'elle existe depuis des années. Là, aujourd'hui, vous me voyez, je suis en fauteuil roulant, mais je peux aussi marcher parce que j'ai une maladie fluctuante. Les difficultés d'accès sont bien pires quand je suis debout. Alors que je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, beaucoup de personnes peuvent avoir un handicap et ça ne se voit absolument pas. Donc, je pense que c'est vraiment important, effectivement, que les agents de sécurité puissent être beaucoup plus formés parce que le handicap, la maladie, ça fatigue. On n'a pas besoin de ça en plus. Et je tenais aussi à parler effectivement du fait que avoir un chien, ça coûte malgré tout cher. La PCH actuellement est d'animalière, elle est de 50 euros. 50 euros par mois, ça ne couvre même pas les croquettes pour le chien pour le mois. Et c'est vraiment dommage que puisse être un frein, cet aspect financier pour des personnes qui en auraient besoin. Parce que malgré tout, la maladie, le handicap, ça coûte cher aussi. Et quand on voit toute l'autonomie qu'on gagne avec ces chiens, mine de rien, c'est un vrai, pour moi, facteur d'inclusion aussi des personnes handicapées. Et c'est des vrais compagnons de vie, c'est des aides techniques, c'est des soutiens au quotidien. Et dans mon cas, c'est aussi mon coach sportif qui fait ma rééducation à chaque promenade. Donc voilà, ça me semble très important comme projet de loi et de pouvoir permettre à de plus en plus de personnes d'être aidées par les animaux, que ce soit les chiens ou les chevaux, et que ça favorisera toujours, je pense, l'autonomie et l'inclusion et l'épanouissement de plein de personnes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, le texte est un texte qui est humble, dans le sens où n'entend pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une mise en lumière d'un sujet qui est malheureusement insuffisamment traité, et j'espère un progrès si on arrive à le faire adopter. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors ensuite, nous avons, hop, merci Alexis, la Fédération française d'équitation. Merci, monsieur le député. Nous vous remercions de nous offrir d'abord la parole. Grâce à 6000 Poney Club et Centre équestre, la médiation équine est omniprésente dans les activités proposées aux côtés des équidés, qu'elle s'adresse à la fois à des personnes en situation de handicap, en demande de soins, se trouvant dans une démarche de sport-santé, en demande d'accompagnement psychosocial ou dans le cadre de développement personnel ou professionnel. En proposant de définir les contours d'une activité pratiquée avec un partenaire animal, quelle que soit la taille, cette proposition pose les bases d'un travail fondateur pour nos professionnels, mais aussi pour sécuriser les pratiques et les bénéficiaires. Aujourd'hui, la France encadre 2 domaines intervenant dans la médiation équine, que sont les professionnels de santé, ainsi que ceux qui encadrent les activités physiques et sportives. En s'appuyant sur leur complémentarité, la FFE a instauré une formation pour que l'ensemble des professionnels renforcent leurs compétences et en développent des spécifiques, tenant compte de la caractéristique propre de l'animal. La plus-value des établissements équestres est d'offrir à de nombreux bénéficiaires des activités qui répondent à leurs besoins dans leur parcours de vie. En effet, ils ont su faire évoluer leur offre pour être au plus près des attentes de tous les publics. Il y a de la presse. Attends, je veux juste voir s'il y a un peu de presse. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous partager 2 témoignages. Celui de Marianne, infirmière puéricultrice, médiateur équin et responsable des activités de médiation à l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes. Lors d'une séance de médiation, une ponette s'arrête et fixe l'enfant. Je lui demande à quoi elle pense. Elle me répond, elle pense que je suis malheureuse. À ce moment-là, l'enfant livre ce qui est le plus dur dans sa vie. Grâce à la médiation, elle met du sens sur ce qu'elle vient de vivre. Elle a compris ce qu'elle a ressenti et elle peut le reprendre. Il est important d'avoir des connaissances. Sans connaissances, on ne voit rien. La posture de l'accompagnant professionnel est de laisser faire, mais de savoir. Si tu n'es pas formé, tu laisses passer la scène
sans rien en faire. Et pour bosser au Le drive. second est celui de Camille, Drive. jeune femme non cavalière, ayant bénéficié de séances dans sa lutte contre le cancer. Ben non, mais Il y a des moments d'échange et de connexion qui m'ont fait du bien et où, pour la première fois, je ne pensais qu'à moi, sans mon cancer. Ce lien et cette connexion ont commencé à me réparer parce qu'il y a un traumatisme qui est là et qui ne s'en va pas tout seul. de machin, de trucs. Cheval a participé à cette reconstruction au fur et à mesure. Il a laissé quelque chose, il a réparé. Il a fait s'exprimer des choses que je n'exprimais pas forcément à une psychologue, un sophrologue. Voilà, beaucoup de fierté. Ce sont pendant ces moments-là où j'ai repris confiance, où je me suis dit que tout était possible. J'étais très apaisée. À l'issue de ces 2 témoignages, au nom de la FFE, au nom de son président, Frédéric Wix, qui est retenu pour les championnats de France et qui s'en excuse, nous vous remercions, ainsi que vos collaborateurs, notamment Alexis, pour le travail réalisé et la dynamique que vous engagez par le lancement de cet acte. Merci beaucoup. Et merci infiniment pour ce témoignage qui permet, on a évoqué la question de la survenance de crise, donc il y a aussi des chiens pour les personnes qui portent des diabètes un peu sévères. Vous avez parlé du cancer, enfin voilà, le champ est bien plus vaste que ce qui a été présenté voilà, en introduction, et vos témoignages permettront de compléter. L'IFCE? Merci, monsieur le député. Donc, l'Institut français du cheval et de l'équitation est donc l'opérateur de l'État pour la filière cheval et à ce titre s'intéresse à la médiation équine dans l'ensemble de ses composantes, à la fois le soin, l'accompagnement éducatif et psychosocial, mais également les activités de coaching, pratiques sportives adaptées et de sport santé. L'IFCE produit des connaissances sur le domaine de la médiation équine depuis plus de 10 ans, avec notamment la publication d'un livre en 2018, avec l'élaboration de fiches d'analyse technico-économique des activités de médiation équine et également une étude juridique sur le cadre d'exercice de ces activités. Et nous sommes très attentifs à la diffusion de l'ensemble de ces connaissances en alimentant notre portail Wikipédia, en animant le groupe de recherche et développement sur la médiation équine et également en organisant des équimeetings qui sont des colloques dédiés à la médiation depuis 2013 et qui se réunissent tous les 2 ans avec une prochaine édition prévue en mars 2026. La proposition de loi portée est extrêmement intéressante du point de vue de la précision du cadre juridique qu'elle va apporter, également pour mettre en valeur l'ensemble des professions liées à la médiation équine et pour apporter des améliorations de l'encadrement de ces activités en termes de conditions d'exercice et de pratique. L'IFCE sera donc en mesure de contribuer à la mise en œuvre de ces différents acteurs, à la fois en termes de représentation dans le comité national, mais également pour un apport d'expertise en matière de bonnes pratiques, notamment pour ce qui concerne le bien-être des équidés qui contribuent à ces activités de médiation. Nous pouvons également intervenir dans le domaine de l'emploi et de la formation grâce à notre service Equiresources, le France Travail du Cheval, et à l'instance qu'est le comité emploi-formation et également, le cas échéant, en tant qu'organisme de contrôle. Et c'est donc dans cette phase de consolidation du cadre juridique de la médiation animale que nous sommes particulièrement attentifs pour poursuivre notre action dans l'ensemble de notre rôle aux côtés des professionnels de la filière équine et tout particulièrement des acteurs de la médiation, à la fois dans ces actions d'accompagnement, de soutien des projets de recherche et également de promotion et de mise en œuvre de la formation professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine. Oui, merci S'il vous plaît. beaucoup. Tout d'abord, nous tenons à remercier monsieur et madame les députés, Sébastien Saint-Pasteur, Brigitte Klinker, Géraldine Bagné, Nicolas Thierry, ainsi que Alexis Diard pour son aide et pour l'engagement que vous avez pour la médiation animale avec cette proposition de projet de loi. La médiation équine est pratiquée depuis l'Antiquité et on a des traces dans les textes depuis toujours. Et dès 1972, la France a été précurseur dans la structuration d'une filière de médiation équine. C'est dans cette veine que le syndicat s'est créé et nous sommes un syndicat fédérant les différents métiers structurés de la médiation équine, notamment les métiers du soin, de l'accompagnement et plus récemment des sports équestres. Et c'est tous ensemble, sur la base de nos connaissances quotidiennes et approfondies des réalités du terrain,
que nous avons participé à l'élaboration de ce projet de loi avec vous, en apportant notre expertise et soulignant les risques et en cherchant à défendre une filière qui est transdisciplinaire et qui fait face à des dérives nous connaissons trop bien. Faut savoir que les bénéfices de la médiation équine sont étayés dans le monde entier depuis les années 50 par des milliers de travaux universitaires qui sont partagés chaque année dans les congrès nationaux et internationaux. En France, la Haute Autorité de Santé multiplie ses recommandations pour la médiation équine, que ce soit en équithérapie, en équitation, en asinothérapie et en hippothérapie. Et la médiation équine, elle se limite pas à être à côté d'un animal. C'est une mise en relation vivante et délicate entre un bénéficiaire et un animal. Et pour assurer la sécurité et l'efficience des prises en charge, tout ça repose sur des professionnels formés et spécifiquement formés pour ça. Aujourd'hui, à peu près 200 000 personnes bénéficient de médiation équine. Et par exemple, dans le seul domaine du soin, dans la branche thérapie, il y a 14 800 patients environ qui sont pris en charge par an pour seulement 1200 professionnels formés spécifiquement. Ça veut dire que la moitié des bénéficiaires de médiation équine thérapeutique sont suivis par des professionnels dont la qualification est peu ou pas établie. Faute de réglementation, toutes sortes de pratiques voient le jour. Parfois, des praticiens sans formation ni EQAS ni dans l'accompagnement de publics fragiles. C'est pourquoi nous, praticiens qualifiés, on attend beaucoup de cette réglementation et de la réglementation de nos pratiques pour assurer la sécurité des bénéficiaires, pour garantir le bien-être des équidés et aussi pour faire reconnaître la qualité de nos formations et le haut niveau de savoir-faire de nos praticiens qui est envié dans de nombreux pays. On est assez précurseurs et nous apportons tout notre soutien en même temps que toute notre vigilance aux travaux parlementaires qui s'engagent aujourd'hui. Merci. Le soutien exigeant, c'est ce que je préfère. C'est ce qui nous fait avancer parce que dans le cadre de ce que l'on a porté, il y a peut-être des sujets qu'on a insuffisamment bien appréhendés et c'est toute la subtilité de la chose d'arriver à faire progresser aussi en écoutant, en partageant et en faisant sa propre autocritique parfois sur des sujets que vous connaissez bien mieux que les très modestes députés que nous sommes. Donc l'AFTA, je ne sais pas si elle est arrivée. Ah, vous êtes là? Vous étiez censé... Mais c'est parfait. Mais c'est super. Je suis content. Vous serez meilleur pour dire ce que vous avez à dire que moi, probablement. Merci de votre invitation aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je prends la parole en tant que directeur de l'AFTA, l'Association française de thérapie assistée par l'animal, qui, depuis plus de 19 ans, nous accompagnons, nous intervenons auprès des publics vulnérables, enfants, adultes et personnes âgées, dans des contextes médicaux, sociaux et éducatifs parfois difficiles. Notre engagement repose sur une conviction forte. La thérapie assistée par l'animal peut transformer des parcours de vie lorsqu'elle est pratiquée avec rigueur, éthique et respect. C'est pourquoi nous saluons cette proposition de loi qui vient enfin poser un cadre structurant et protecteur pour notre secteur. Elle répond à une demande de longue date de la part des acteurs de terrain, garantir à la fois la qualité des interventions, la sécurité des bénéficiaires et le bien-être des animaux. Pour l'AFTA, l'encadrement des pratiques de médiation animale à visée de soins ou thérapeutique est un point essentiel de la proposition de loi. Ces interventions doivent être menées par des professionnels à la fois formés à la médiation animale et qui disposent de compétences reconnues dans le champ du soin et du médico-social. Ce niveau d'exigence vise à garantir la sécurité, le bien-être et la qualité de l'accompagnement des bénéficiaires. Pour l'AFTA, c'est un gage d'éthique, de sérieux et de reconnaissance qui renforce la confiance dans les pratiques. Cela représente une véritable plus-value pour les patients et une étape clé dans la professionnalisation du secteur. Nous nous réjouissons également aussi de la création d'un comité national de la médiation animale qui pourra formuler des recommandations de bonnes pratiques, notamment en matière de bien-être animal. Au sein de l'AFTA, cette préoccupation est centrale. Nos chiens sont formés dès leur plus jeune âge, suivis au quotidien et considérés comme des partenaires à part entière. Leur confort, leur sécurité émotionnelle et physique conditionnent la qualité des liens qu'ils peuvent nouer avec les bénéficiaires. C'est une éthique que nous portons et défendons activement. Enfin, cette loi marque aussi une avancée importante en interdisant l'utilisation d'animaux non domestiques
dans les dispositifs de médiation. C'est un signal fort en faveur des pratiques éthiques et durables, respectueuses à la fois des humains et des animaux. Ce texte est un point d'appui, il ne fige pas les choses, mais il permet d'ancrer la médiation animale dans un cadre clair, sécurisant et ouvert à la diversité des approches. Pour l'AFTA, c'est une avancée précieuse et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer. Merci. Merci infiniment. Je crois qu'on a terminé le tour de table. C'est bon? Donc, je voulais, voilà, simplement, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, Alexis? En tout- Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. En fait, on est suffisamment nombreux pour vous répondre, je pense. Moi, je voulais vraiment vous remercier en appuyant vraiment mon propos sur le fait que nous franchissons une étape. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément si commun que ça de faire, en tout cas d'avoir la volonté d'avoir une conférence de presse ou une expression, alors même qu'un texte de loi est juste déposé. D'habitude, il faut attendre qu'il soit inscrit à l'ordre du jour, ce qui est un autre combat. Et ce combat-là, moi, je souhaiterais qu'on puisse le mener ensemble. Parce que moi, je vais essayer de faire en sorte d'amener les membres de mon groupe. On a déjà 4 co-signataires, vous avez bien compris, qui étaient de groupes différents pour essayer de marquer la démarche transpartisane. Il y a une vraie compétition et c'est normal. Chaque député qui porte une initiative considère qu'elle est la meilleure. Et donc, il va falloir faire un travail de lobbying ou en tout cas de représentant d'intérêt pour que chaque parlementaire, en fait, sur les territoires, puissent être convaincus parce qu'ils ont peut-être ici une école, là un praticien, là une personne bénéficiaire, et essayer d'avoir le plus de signataires possible parce que c'est un élément fondamental pour pouvoir faire inscrire ce texte à l'ordre du jour. Lorsque nous aurons franchi cette étape, ensuite, il y aura un deuxième volet qui sera le volet en fait de travail parlementaire, de consultation aussi peut-être sur des sujets qui ont été peut-être insuffisamment bien abordés. Moi, j'ai déjà des petites remontées qui me sont adressées et d'affinement, d'amélioration d'une première ébauche qui, je pense, est assez qualitative, mais qui peut être encore améliorée demain. Et là, on aura encore besoin de votre expertise à nouveau pour qu'on fasse ce travail le plus voilà, conjointement possible. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, et une nouvelle fois, je remercie Alexis, euh, avant de déposer ce texte. Il est pas parfait, mais en tout cas, c'est l'ambition que l'on porte, c'est vraiment d'avoir un texte qui répond pleinement aux enjeux et qui anticipe, si possible, tous les effets qui auraient peut-être pas été anticipés parce que c'est un secteur qui doit être structuré, qui est encore aujourd'hui un peu émietté. Donc voilà, on a encore des marges de progrès, mais j'espère que la base est plutôt qualitative. Voilà.